bonsoir à tous. Donc moi c'est Marie, je suis étudiante à Sciences Po Toulouse. Et avant de vous parler du revenu universel, d'existence en lui-même, je vais parler un peu de moi. Je vais profiter d'ici pour parler un peu de moi parce que je fais partie de cette génération de jeunes et qui, parce que jeunes, vont devoir alterner entre des contrats courts, des emplois salariés ou non, peut-être une période d'auto-entrepreneuriat. On va enchaîner des périodes de formation, des périodes d'inactivité. Bref, on va devoir chercher une stabilité dans un parcours qui sera beaucoup moins linéaire que ceux de nos parents. Je suis aussi étudiante, comme je vous l'ai dit. Les étudiants aujourd'hui, c'est 50% obligés, forcés à se salarier pour payer leurs études. Parmi ceux-là, c'est un tiers qui sont à temps plein. C'est des étudiants aujourd'hui qui doivent faire face à la panne de l'ascenseur social qu'on nous avait promis avec l'université. Vous avez peut-être entendu parler de l'Observatoire de la vie étudiante qui observait, parce que c'est son travail, que pour la première fois, depuis la création de l'université, en tout cas depuis sa démocratisation, le taux d'étudiants originaires des milieux populaires avait baissé. Donc ces étudiants qui, face à cette panne de l'ascenseur social, revendiquent un besoin d'émancipation. Je suis aussi de cette génération de femmes. Récemment, j'ai vu un article du Forum économique mondial qui disait qu'on devrait potentiellement atteindre, si on continue comme ça, l'égalité homme-femme. C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, ça serait dans 217 ans. Là où c'est une mauvaise nouvelle, bon, c'est déjà une mauvaise nouvelle en soi que ce soit dans 217 ans, mais là où ça l'est encore plus, c'est que l'année dernière, le même forum disait que ça serait dans 170 ans. On va essayer d'être un peu plus optimiste. Si on prend des critères un peu plus larges, comme la représentation politique par exemple, là on atteindra l'égalité dans 100 ans. Et alors dans 100 ans, sans vouloir être pessimiste, je suis presque sûre que je ne serai plus là. Dans 217 ans, encore moins. Et quand bien même la médecine ferait des progrès extraordinaires qui nous permettraient à tous d'être là, j'espère qu'on ne sera plus en âge de travailler. Donc de fait, je fais partie de cette génération de femmes qui sera moins bien payée que les hommes, qui auront un accès plus difficile à des postes à responsabilité. On aura un meilleur accès aux postes à temps partiel. Ça, c'est peut-être la chose sur laquelle on peut se réjouir. 80% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. Mais du coup, on a un meilleur accès aux postes à temps partiel qu'aux postes à temps plein. Donc voilà, je suis venue vous parler de moi, mais pas que, évidemment. Je suis à l'origine venue vous parler des chômeurs que Annie Dreuil vous a décrit, et bien mieux que moi, pour reparler des chômeurs, donc du coup inscrits, comme elle le disait, dans un chômage structurel et non plus conjonctuel. Parler des ouvriers qui aimeraient diminuer leur temps de travail. Parler des agriculteurs, comme Annie l'a dit, de cette expérimentation en Gironde qui concernerait, si elle est mise en place, les agriculteurs et les jeunes. Parler de ces employés qui voudraient se divertir, parler de ces gens qui voudraient s'engager et de ces retraités qui voudraient vivre dignement et en bonne santé. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces gens-là, mais aussi je viens vous parler des pauvres. Bon, alors aujourd'hui, certes, on ne les met plus en prison parce qu'ils sont endettés, quoique, mais on ne les met plus en prison, ça sera peut-être l'occasion d'en parler lors d'un autre café génération des prisons, mais qu'on accable aujourd'hui des maux de nos sociétés. Aujourd'hui, on parle des pauvres comme des assistés, comme des derniers de cordée quand on est président de la République. Mais les pauvres aujourd'hui, c'est aussi des chiffres. C'est 36% de ceux qui auraient le droit au RSA qui ne le demandent pas. C'est 21% de ceux qui auraient le droit à la CMU qui, eux aussi, ne la demandent pas. Alors, évidemment, il y a de la désinformation, il y a le fait que la plupart ne sont pas informés de leurs droits. Il y a la charge administrative, comme le disait Annie Dreuil, qui est très importante et qui est un facteur de non-recours aux droits.
Mais il y a aussi, et c'est vrai qu'on a raison, je pense, d'insister là-dessus, une réelle stigmatisation des pauvres qui est faite aujourd'hui. Alors si je vous parle de moi, de ces gens, aujourd'hui c'est parce que c'est possible grâce au revenu universel d'existence qui est un formidable outil à penser. Parler de pour qui, ça permet de penser au pourquoi et de penser au comment. Et si je commence par là, et je vais continuer ensuite, c'est pour qu'on puisse ensemble réfléchir d'abord au pourquoi avant de réfléchir ensemble au comment. Alors vous savez, il y a une phrase de Churchill qui dit « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Cette phrase, il l'a reprise de Lénine. Évidemment, il a un petit peu caché de qui venait cette phrase à l'origine, mais ce qui est important là-dedans, là où il y a une volonté, il y a un chemin, c'est que l'histoire l'a prouvé quelque part. Quand on a mis en place la sécurité sociale en 1945, la France, elle n'avait pas les moyens de mettre en place cette sécurité sociale. Elle ne foisonnait pas de richesse au point de dire qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent, mon Dieu, il faut la donner à des pauvres. Non, c'est pas ça, c'est par contre, elle avait une volonté. Et cette volonté du mouvement Génération, on peut la retrouver dans sa charte. Cette charte qui indique que nous souhaitons transformer la société et via un outil formidable qui est le revenu universel d'existence. Alors, ce revenu universel d'existence, qu'est-ce qui pourrait changer pour toutes les personnes dont je vous ai parlé juste avant? Pour les jeunes, ça pourrait être le pilier de la sécurité sociale qui permettrait de retrouver la stabilité dans l'emploi. Pour les étudiants, ça peut être un facteur d'autonomie, un moyen de redistribuer les cartes et d'enfin pouvoir construire son avenir. Pour les femmes, c'est un moyen de s'émanciper grâce à une aide sociale qui serait individualisée. Et là, c'est important parce qu'aujourd'hui, les minima sociaux, ils sont basés sur quoi ? Ils sont basés sur le revenu du foyer et non pas sur la personne en elle-même. Donc ces femmes, aujourd'hui, les minima sociaux basés sur le foyer. Sur les chômeurs, ouvriers, employés, c'est un outil qui permettrait de rétablir l'équilibre dans le rapport de force entre les employeurs et les employés. Parce que dans le mouvement Génération, on voit l'entreprise non pas comme une propriété, mais bien comme un lieu de coexistence d'acteurs. Pour les agriculteurs, évidemment, ce serait un outil qui leur permettrait enfin de ne pas, quand on est un petit agriculteur, vendre à perte, et ça serait pas trop mal. Et sur les retraités, ça serait le moyen, évidemment, de pouvoir enfin vivre dignement et surtout en bonne santé. Alors, le revenu universel d'existence, évidemment, c'est revoir notre rapport au travail. Au moyen, évidemment, donc, je le disais, de rétablir ce rapport de force entre employeurs et employés, mais aussi la reconnaissance de l'intérêt des activités bénévoles qui ne font pas partie aujourd'hui de ce qu'on appelle communément le travail. C'est le moyen de démarchandiser les rapports sociaux. Alors évidemment, aujourd'hui, le travail, il a changé. On n'est plus dans le même contexte. Ce contexte, il est important. Notamment dans un contexte d'avancées technologiques et d'avancées techniques qui sont de véritables chances. Aujourd'hui, on a les moyens de produire au moins pour tous. On l'a vu lors du dernier Café Génération sur la question du gaspillage, peut-être trop, mais au moins on peut produire pour tous. Mais ces avancées technologiques sont une chance, mais il faut y faire attention parce que sinon la chance peut vite se retourner contre nous. Et c'est le cas par exemple de la robotisation. La robotisation aujourd'hui, elle est synonyme de destruction d'emplois. Et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on en finisse avec ce mythe de la destruction et de la reconstruction d'emplois via la robotisation. D'une part parce que c'est faux, les emplois qui sont créés ne sont pas tous remplacés, ou alors beaucoup moins, c'est-à-dire on crée moins que l'on détruit. Et d'autre part parce que les emplois qui sont créés ne sont pas créés à qualification identique. Donc du coup, les personnes qui se retrouvent sans emploi ne sont pas touchées par la création d'emplois qui sont après. Enfin, quelque chose qui est au cœur du mouvement Génération et de la volonté de changer la société, c'est cette question de dignité
Et quelle dignité trouve-t-on quand on a des cadences infernales dans les entreprises, ou pire encore, quand on nous demande de porter des bracelets électroniques, quand on travaille chez Amazon? Alors, un revenu universel d'existence, oui, voilà, mais pas que. Pas que, parce que aujourd'hui, dire que le revenu universel d'existence suffirait à lui tout seul à combler tous les maux que je vous ai dit, ce serait là l'utopie. Non pas le revenu universel en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas de stabilité au travail sans une réelle protection, sans un code du travail. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui le mouvement Génération se permet de crier fort contre cette loi El Khomri, d'une part, et ses ordonnances, d'autre part. Il n'y aura pas d'autonomie des étudiants, sans leur garantir l'accès à l'université qu'on commence petit à petit à nous retirer. Il n'y aura pas d'émancipation des femmes, évidemment, si on ne met pas en place des mesures pour atteindre l'égalité réelle en droit et en fait dans la société. Il n'y aura pas d'émancipation du travail sans une réduction du temps de travail. Il n'y aura pas d'équilibre des rapports de force s'il n'y a pas de liberté syndicale. Et on ne réglera pas la question de la pauvreté en continuant à la stigmatiser. Voilà pourquoi il nous faut un revenu universel d'existence inclus dans un programme bien plus vaste que celui de Génération, un revenu universel inconditionnel, universel, individuel, forfaitaire, comme une des pierres nécessaires à la construction de cet édifice que nous voulons, qui est une société émancipatrice, régulatrice, plus juste. Alors pour les plus pragmatiques, et surtout les plus pressés d'entre vous, évidemment on va parler un petit peu du comment, même si je pense que ça sera plus dans les débats que par mes mots, mais quelques pistes existent pour savoir comment financer ce revenu universel d'existence. Entre autres, les taxes sur les transactions financières, les taxes sur les robots, les luttes contre les évasions fiscales. Mais pour conclure, parce que j'ai un petit peu dépassé mon temps, mais je vais conclure très rapidement, si aujourd'hui on sait pour qui on le fait, si on s'entend sur pourquoi on le fait, alors on n'aura plus qu'à trouver comment on le fait. Et là, il ne nous restera qu'une seule question, quand est-ce qu'on le fait ?